Bonsoir à vous qui nous rejoignez dans la pénombre de nos cités ou sous les lampes de fortune de nos villages. De Goma à Matadi, en passant par les villes occidentales, nous partageons ce soir la même attente nerveuse devant nos écrans et nos téléphones. Bienvenue à Inside News RDC. Si vous nous ouvrez votre porte ce soir, c'est parce que vous exigez plus que des discours administratifs. Vous attendez des faits, des chiffres et surtout des réponses. Notre nation traverse une zone de turbulence et mon devoir est de vous tenir fermement informés. En cette soirée du 17 février 2026, l'humeur de notre pays oscille entre le soulagement d'un réseau retrouvé à Walikale et le doute profond qui entoure le cessez-le-feu de Luanda prévu pour demain. Ce soir, nous partageons cette volonté de comprendre pourquoi, malgré nos richesses certifiées, le quotidien de nos concitoyens reste un défi de chaque instant. L'information est le premier pilier de notre souveraineté nationale, car un peuple éclairé est un peuple qui ne se laisse plus tromper par les mirages diplomatiques ou les artifices budgétaires. Le fil conducteur de cette édition touche directement votre pouvoir d'achat et la sécurité de vos foyers. Nous mettons à nu le décalage entre les rapports de paix signés à l'étranger et la progression réelle des troupes sur le sol d'Uvira. Nous analyserons également l'énigme de nos finances publiques. Comment expliquer que l'État affiche des excédents pétroliers records alors que la paie des fonctionnaires accuse un retard douloureux? De Washington à Kolwezi, la diplomatie s'active, mais la réalité du terrain impose sa propre loi. Nous levons le voile sur les manœuvres qui redessinent notre souveraineté. Ce soir, la vérité ne se négocie pas, elle s'expose avec la force de l'évidence. Le 16 février 2026, la province du Lualaba s'est transformée en épicentre de la communication gouvernementale. Dans la salle polyvalente de Kolwezi, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, aux côtés de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, a lancé la vulgarisation des accords de Washington. Ce choix stratégique du Lualaba, poumon économique de notre nation, visait à rassurer les forces vives sur l'intégrité territoriale. Patrick Muyaya Katembwe a martelé qu'aucun centimètre du territoire n'a été cédé et que pour la première fois, le régime rwandais reconnaît officiellement la présence de ses troupes sur notre sol. Pourtant, pendant que les discours de cohésion résonnaient à l'ouest, l'Est subissait un assaut brutal avec la prise d'Uvira par la rébellion de l'AFC M23. La chute de cette ville stratégique, survenue précisément au moment où les diplomates célébraient leur texte, jette un voile de discrédit sur la portée réelle de ces engagements internationaux. Cette dualité entre la parole diplomatique et la violence des faits trouve un écho singulier à l'international. Massad Boulos, conseiller spécial américain pour les affaires africaines et arabes de l'administration Trump, a brisé le silence sur les ondes de France 24. Il a admis une déception immense face à la violation grave de l'accord par Paul Kagame. Selon Massad Boulos, les troupes soutenues par le Rwanda se sont emparées d'Uvira immédiatement après des échanges directs avec le président Trump, qui avait signé cet accord en tant que témoin. Si un retrait partiel a été observé après une pression de Washington, la menace persiste aux abords de la ville, illustrant la fragilité extrême des engagements rwandais. Massad Boulos souligne que les États-Unis disposent d'outils de pression, mais l'efficacité de ces mesures reste à prouver alors que le retrait n'est que de façade. La réalité du terrain dément les espoirs de paix durable. Le docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix, s'est exprimé depuis la conférence de Munich avec une sévérité implacable. Pour lui, ce cessez-le-feu angolais prévu pour le 18 février ressemble à une énième trêve sans garantie de survie. L'histoire bégaye, car les accords de Doha et les précédentes trêves n'ont jamais empêché l'escalade. La rébellion, par la voix de son secrétaire permanent Benjamin Mbonimpa, se dit d'ailleurs dubitative. Benjamin Mbonimpa affirme que l'AFC M23 n'a pas été convié aux discussions de Luanda et reste attaché au seul processus de Doha. Cette confusion entre les médiations angolaises et qataries
crée un flou artistique dont profitent les agresseurs pour consolider leur position. L'instabilité à l'Est paralyse l'économie domestique et fragilise la pression sur les ménages, malgré le rétablissement partiel des télécoms. À Walikale et Lubero, le retour du signal Vodacom et MTN après un mois de silence numérique permet enfin de relancer les transactions mobile money, essentielles à la survie quotidienne. Mais ce soulagement technologique ne cache pas la question centrale. Quelle est la crédibilité des sanctions américaines face à un Paul Kagame qui affirme n'en avoir que faire? Les outils de pression de Washington, allant des sanctions contre James Kabarebe à des mesures économiques plus larges, suffiront-ils à restaurer notre souveraineté? La réponse ne se trouve plus dans les salons feutrés, mais dans l'efficacité de nos forces sur le terrain et la fin de cette diplomatie de l'illusion. La nation se demande si ces accords ne sont pas les outils d'un pillage organisé sous couvert de pacification. Le ministère des Finances vient de clôturer une retraite stratégique à Kinshasa, affichant des résultats qui, sur le papier, forcent l'admiration. Doudou Fwamba Likunde Libotaï a salué les performances de la DGDA ayant atteint 102% de ses assignations et de la DGI stabilisée à 100%. Les chiffres officiels présentent une appréciation du franc congolais de 27% sur l'année 2025 et des réserves de change culminant à 7,9 milliards de dollars. Mieux encore, la zone ouest a généré un gain certifié de 22 millions de dollars dans le secteur pétrolier pour le 4e trimestre 2025, une prouesse inédite dans un secteur d'ordinaire structurellement déficitaire. Ce revirement historique, certifié par le comité de suivi des prix, devrait, selon la première ministre Judith Suminwa-Tuluka, servir au financement des infrastructures de base. Cependant, cette santé financière affichée par l'exécutif se heurte brutalement au quotidien des fonctionnaires de l'État, qui, au 17 février, broient du noir en attendant le salaire de janvier. Doudou Fwamba Likunde a tenté de rassurer en promettant un règlement total sous 72 heures, invoquant un glissement technique lié aux nouvelles mécanisations du premier trimestre. Il affirme que les services sensibles, comme l'armée, la police et la DINACOP à Kinshasa, ont été servis en priorité. Mais cette explication peine à convaincre face à l'analyse cinglante de Godem Boy. L'ancien président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa souligne que le manque à gagner fiscal découle d'une erreur de calcul sur le taux de change. Le budget ayant été élaboré sur une base de 2850 francs pour $1, il se trouve décalé par l'appréciation de la monnaie locale, réduisant mécaniquement les recettes converties. La réalité des finances publiques révèle un déséquilibre inquiétant. En 2025, le fonctionnement des institutions a englouti plus de 4200 milliards de francs congolais, affichant un dépassement budgétaire de 18%. Pour le seul mois de janvier 2026, ce dépassement atteint déjà 31%. Pendant que le train de vie de l'État s'accélère, les investissements sur ressources propres stagnent, loin des 7 milliards initialement prévus. C'est le grand écart entre les promesses de développement et la gestion réelle des liquidités. Le programme de développement local des 145 territoires, le fameux PDL 145T, illustre cette tension. Si Doudou Fwamba annonce que 59 millions de dollars ont été déboursés en 2025, le Centre de recherche en finances publiques et développement local, le CREFDL, pointe des irrégularités massives dans la passation des marchés. L'économie domestique subit cette irrégularité de plein fouet. Pour une famille de fonctionnaires, 3 semaines de retard signifient des loyers impayés et une incapacité à couvrir les frais médicaux. Les assurances de Doudou Fwamba Likunde sur la disponibilité des fonds ne dissipent pas le sentiment d'une priorité accordée aux dépenses de prestige des cabinets ministériels. La sénatrice Isabelle Kabamba Waumba a d'ailleurs interpellé le gouvernement sur l'absence de poursuites judiciaires malgré les soupçons de détournement de fonds destinés au PDL 145T. Comment justifier l'opulence des institutions face à la détresse des agents? La discipline budgétaire promise est-elle une réalité ou un slogan? La sacralité de la paye doit redevenir le premier indicateur de la performance gouvernementale.
car la stabilité d'une nation repose sur la confiance de ceux qui la servent chaque jour dans l'anonymat des bureaux administratifs. Le coup de tonnerre est tombé ce lundi 16 février 2026. Par un arrêté ministériel au terme sans équivoque, Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, a suspendu Etienne Chimanga Mutombo de ses fonctions de directeur général de l'Office congolais de contrôle. L'accusation est d'une gravité exceptionnelle. L'installation d'un système informatique parallèle destiné à contrôler les importations et les exportations. Ce mécanisme occulte aurait facilité l'usage de fausses attestations de vérification, privant le trésor public de milliers de dollars américains. Nous sommes ici face à un acte de sabotage économique pur et simple, orchestré au sommet d'un organisme dont la mission première est la protection de nos frontières commerciales. Julien Paluku Kahongya a justifié cette mesure par l'urgence de sauver l'organisme d'un naufrage imminent. Outre la faute technologique, le ministre pointe une gestion chaotique des ressources humaines et des actes d'insubordination répétés. Cette décision intervient après une procédure disciplinaire entamée en janvier, dont les justifications fournies par Etienne Chimanga Mutombo n'ont pas su convaincre l'autorité de tutelle. L'intérim est désormais confié à la directrice générale adjointe Christelle Mwabilo. Mais posons-nous la question de la nécessité. Comment un tel système parallèle a-t-il pu prospérer sans complicité interne? Le test de souveraineté nous oblige à dénoncer ces pratiques qui vendent notre sécurité économique au plus offrant, transformant un outil de contrôle en une passoire lucrative pour quelques privilégiés. Ce nettoyage à l'OCC ne relève pas seulement de la politique intérieure. Il s'inscrit dans un besoin impérieux de crédibilité pour attirer les investissements directs étrangers et satisfaire aux exigences de transparence du Fonds monétaire international. Un système de contrôle des marchandises corrompues est un frein absolu à l'intégration régionale et à la compétitivité de nos produits. Chaque dollar détourné par ces circuits parallèles est une route qui ne se construit pas ou un hôpital qui manque d'équipement. L'impact citoyen est direct. L'impunité dans la gestion des entreprises publiques maintient le pays dans une dépendance financière humiliante et pèse sur le pouvoir d'achat par l'entrée de produits non contrôlés. Ce dossier relance avec force le débat sur la nécessité d'une loi spécifique sur les crimes de gouvernance. Nos honorables députés nationaux et sénateurs doivent comprendre que les détournements de fonds publics et la création de systèmes frauduleux sont des atteintes à la sûreté de l'État. Pourquoi l'État doit-il laisser des individus s'approprier les leviers du contrôle national pour des intérêts personnels? Tant que les gestionnaires ne craindront pas une sanction exemplaire et proportionnée à la trahison de l'intérêt général, le sentiment d'impunité continuera de miner notre développement. L'intégrité n'est pas une option, c'est le socle de notre souveraineté économique. Avons-nous réellement la volonté politique de transformer ces suspensions en condamnations définitives ou s'agit-il d'un simple changement de visage au sommet d'un système qui refuse de mourir? La sécurité de notre territoire et la protection de notre patrimoine national font l'objet d'une attention soutenue. Élisère Tambwe, ministre délégué à la Défense en charge des anciens combattants, a entamé une mission cruciale à Lubumbashi pour l'identification et la récupération des biens appartenant à nos héros de guerre. Cette démarche vise à sécuriser un patrimoine souvent spolié par des intérêts privés. Parallèlement, au Nord Kivu, une tension vive oppose l'Institut congolais pour la conservation de la nature au chef coutumier de Beni. Plus de 20 chefs rejettent les rapports de la commission ad hoc sur les limites du parc des Virunga, craignant pour leurs terres ancestrales face à l'opération de saisie des tronçonneuses menée par les écogardes. Cette crise soulève la question de l'équilibre nécessaire entre la préservation de la biodiversité, classée au patrimoine mondial, et les droits légitimes des populations locales. Est-il possible de protéger la nature sans sacrifier la dignité de ceux qui l'ont habitée depuis des siècles? La réponse exige un dialogue franc, loin des diktats bureaucratiques. Dans le secteur de l'éducation et de la recherche, les données récentes de l'Institut national de la statistique
révèle un fossé social alarmant qui fragilise l'économie domestique des plus pauvres. Les ménages les plus fortunés investissent 7 fois plus que les familles les plus pauvres pour l'éducation primaire, malgré la politique de gratuité. Au niveau secondaire, cet écart reste triple, soulignant que le coût des uniformes, qui représente 35% des dépenses des indigents, demeure un obstacle insurmontable. Pour répondre à ces défis par l'innovation, Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a scellé un partenariat avec l'UNESCO. L'objectif est de doter notre pays d'un système de données robuste sur la recherche scientifique et l'innovation, une étape indispensable pour assurer notre souveraineté technologique. Sans indicateurs fiables, comment espérer une gouvernance efficace du secteur? La science doit devenir le moteur d'un développement qui ne laisse personne sur le bord de la route, sous peine de voir notre jeunesse sombrer dans l'ignorance. L'analyse géopolitique mondiale, portée par des voix comme celle de Jeffrey Sachs, confirme que nous vivons la fin d'une ère. La dominance technologique et économique des États-Unis appartient désormais au passé, laissant place à une convergence inéluctable vers l'Asie et l'Afrique. Jeffrey Sachs souligne que le potentiel démographique de l'Afrique est la clé du siècle à venir. Selon les projections de l'ONU, la population africaine pourrait atteindre 3,7 milliards d'individus d'ici 2100, tandis que celle de la Chine pourrait chuter à 640 millions. Ce basculement est une opportunité stratégique majeure pour Kinshasa. En renforçant nos partenariats avec des puissances technologiques comme la Chine, nous pouvons briser les goulots d'étranglement qui entravent notre développement industriel. L'Afrique représentera 30% de la production mondiale d'ici la fin du siècle. Pour notre nation, cela signifie que nous devons cesser de nous voir comme un réservoir de matières premières pour devenir un centre décisionnel. La croissance n'est pas un jeu à somme nulle, mais un progrès fondé sur le savoir-faire. En investissant dans l'éducation et l'électrification, nous nous préparons à occuper cette place centrale, dans un monde où l'Occident ne représentera plus que 10% de la population globale. C'est un changement de paradigme qui impose une diplomatie décomplexée et une vision à long terme pour nos richesses minérales. Pendant que les grandes lignes stratégiques se dessinent, la réalité régionale rappelle la fragilité de nos connexions et l'impact sur notre économie domestique. À l'aéroport international Jomo Kenyatta de Nairobi, une grève massive des employés a paralysé le hub principal de l'Afrique de l'Est, bloquant des milliers de passagers et perturbant les liaisons vers Kinshasa. Ce mouvement social pour de meilleures conditions salariales illustre la pression inflationniste qui frappe toute la région et complique les voyages d'affaires essentiels à notre commerce. Plus au sud, en Zambie, l'arrestation de 84 Congolais lors d'une opération de nettoyage migratoire à Ndola met en lumière les difficultés de libre circulation au sein de la SADC. Parmi les personnes interpellées, de nombreux réfugiés ont été contraints de se relocaliser dans des camps, tandis que des étudiants sans permis ont été expulsés vers le poste frontalier de Sakania. Ces événements soulignent l'urgence pour notre pays de renforcer sa diplomatie de proximité afin de protéger nos ressortissants. L'intégration régionale ne peut rester un concept théorique discuté dans des sommets. Elle doit se traduire par le respect des droits de nos compatriotes de l'autre côté de la frontière. L'instabilité chez nos voisins kenyans ou la rigueur migratoire zambienne nous rappellent que notre destin est intimement lié à la stabilité de nos partenaires, exigeant une vigilance constante de nos services diplomatiques. Voici nos brèves, où l'urgence se lit également dans nos provinces, où la résilience est mise à rude épreuve. Au Kasaï oriental, le drame a frappé le bac Kalelu, reliant Gandajika à Chilenge. Le naufrage d'un minibus lors de l'accostage a causé la mort de 8 personnes, entraînant la suspension immédiate de la circulation par le gouverneur Jean-Paul Mbwebwa Kapo. Cette mesure de sécurité, bien que nécessaire, isole davantage ces zones rurales vitales pour l'approvisionnement des centres urbains. Dans le Kwilu, Jacquemain Chabani a confirmé la tenue de la 13e conférence des gouverneurs du 3 au 7 mars.
les échanges porteront sur la transformation agricole et la connexion des marchés ruraux, une priorité pour soulager la pression sur les ménages. À Kinshasa, la diplomatie militaire s'intensifie. Dikabombo Mwadiambita a reçu les ambassadeurs de Turquie, du Liban et du Burundi pour renforcer la coopération bilatérale. La Turquie a réitéré son engagement à accompagner la RDC dans la restauration de la paix, tandis qu'une visite officielle à Bujumbura se prépare. Enfin, dans les rues de la capitale, Jacquemain Chabani fait face à un amer constat d'échec. 2 mois après l'interdiction des gyrophares et sirènes, le désordre persiste. Les autorités et responsables d'entreprises publiques continuent de circuler sans inquiétude, illustrant la difficulté de l'autorité de l'État à s'imposer face aux privilèges abusifs de certains cadres. Cette impunité routière est le reflet d'une résistance plus profonde à la loi, un défi majeur pour la crédibilité de l'action publique. Cette édition d'Inside News RDC nous laisse face à des responsabilités immenses. Nous avons vu une diplomatie de Washington qui reconnaît enfin la trahison du Rwanda à Uvira, alors que le processus de Doha semble entrer en collision avec celui de Luanda. Sur le front économique, le paradoxe est total. L'État célèbre des excédents pétroliers mais peine à payer ses fonctionnaires, promettant un règlement sous 72 heures. À l'OCC, la suspension du directeur général pour l'installation d'un système informatique parallèle révèle l'ampleur des fraudes qui rongent notre souveraineté financière. Enfin, l'éducation nationale reste marquée par un fossé social où les plus riches investissent 7 fois plus que les plus pauvres. Tout cela nous rappelle que la souveraineté ne se décrète pas, elle se construit par la rigueur et l'intégrité. La pensée du jour nous invite à réfléchir sur la sacralité de la mission publique. La déliquescence d'une société ne provient pas seulement des infractions entre particuliers, mais surtout des atteintes portées à l'État lui-même, par ceux qui ont la charge de le protéger. La responsabilité politique est un service, pas une rente. Un État qui tolère la fraude en son sein condamne son peuple à la précarité et à l'humiliation internationale. Pour approfondir ces enjeux, je vous invite à découvrir notre analyse détaillée dans Inside News Review sur notre chaîne YouTube. Ne manquez pas l'épisode intitulé « L'accord de Washington et la stratégie de pillage organisé ». Ce dossier est indispensable pour comprendre pourquoi, malgré les annonces de paix à Washington, nos villes continuent de tomber. Il expose les mécanismes d'une diplomatie transactionnelle où nos ressources sont les véritables enjeux des discussions. Que la paix et la justice habitent nos cœurs et protègent notre nation. C'était Soraya pour Inside News RDC. Je vous donne rendez-vous pour notre prochaine édition.